Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Victoria Guillaumont, animatrice du podcast Nouvel Oeil, conférencière et auteure du livre Tu penses quoi de la vie mamie? Bonjour Victoria, Bonjour Benjamin, merci de m'inviter. merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à créer ce podcast et à écrire ce livre? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment on s'intéresse à différents sujets et qu'on se lance dans des nouvelles choses? Alors, ce qui m'a motivé à écrire le livre et le podcast, c'est deux choses différentes. Le podcast, c'était pendant mes années d'études où au final, je me posais beaucoup de questions sur le sens que je voulais donner à ma vie. Et pendant nos années d'études, c'est souvent là où on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Et précisément à cet âge-là, on ne sait jamais trop, à part si on a une passion depuis l'enfance et où on a une grande chance de pouvoir être passionné. Bien souvent, on se sent démuni face à cette question-là. Et moi, j'avais peu confiance en moi autour de mes 20 ans et je me disais, tiens, si j'allais rencontrer des personnes qui aujourd'hui sont épanouies, vivent de leurs rêves et ont décidé de faire un pas de côté. J'avais, je pense, besoin de me rassurer que c'était possible de vivre autrement et que c'était possible de faire plusieurs métiers dans sa vie. Parce que moi, je pense que ce qui me faisait le plus peur à l'idée de répondre à cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était l'idée de choisir un métier qui allait m'accompagner toute ma vie. Tu vois, comme s'il y avait vraiment des échelons prédéfinis qu'il fallait attraper, des cases à cocher. Et au final, ça me faisait très peur de m'étriquer comme ça dans un schéma de société dans lequel je ne me reconnaissais pas. Donc cette idée de rencontrer justement des parcours différents et de me frotter à la pluralité de parcours est partie de cet élan-là. Donc j'avais 20 ans et c'était les débuts du podcast. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je l'anime. Et après l'écriture, c'est encore autre chose. Donc avant, tu penses quoi de la vie, mamie? J'avais publié Ce qu'on n'apprend pas à l'école, que j'ai sorti juste à la fin de mes études et que j'ai commencé à écrire après un voyage humanitaire en Inde. Voilà. Mais j'ai toujours écrit. Et justement, ce voyage en Inde, est-ce que tu peux nous en parler? Un premier voyage déjà qui ouvre des portes. Comment est-ce que l'Inde, ça t'a infusé quelque part? Ce premier voyage, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Donc c'était à la fin de ma première année d'études d'école de commerce. J'ai fait 5 ans d'école de commerce. Et en fait, je me suis retrouvée dans les bidonvilles avec des personnes qui n'ont pas tous nos privilèges. À cet âge précisément où moi, je me cherchais un petit peu et où je croyais fondamentalement que le bonheur et le succès y résidaient dans l'accumulation de choses. C'est bien souvent le discours qu'on nous vend à l'école, en société, nos proches. Et donc, j'avais une vision de ma vie qui était très linéaire au final. Voilà, j'étais cette bonne élève qui ramenait des bonnes notes à l'école et j'envisageais vraiment mon futur professionnel comme simplement ne pas déborder des cases, avoir le meilleur CDI à la fin de mes études et puis gagner de l'argent pour acheter. C'était vraiment la façon dont je voyais ma vie. Et là, d'arriver à 18 ans en Inde avec ces enfants qui n'ont pas tous nos privilèges et qui donc inévitablement s'intéressent à des sujets beaucoup plus profonds et des valeurs qui s'oublient aujourd'hui comme le partage, l'amour, la bienveillance. Moi, ça m'a vraiment mis une claque au sens littéral du terme. C'est un peu cliché de dire que l'Inde, ça transforme, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti puisque je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai été mise face à ma propre condition d'humaine, en fait. Et qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Qu'est-ce que c'est qu'être en vie? Qu'est-ce que c'est que de faire société? Et donc là, je me suis posé un tas de questions existentielles sur le sens de tout ça, en fait, et sur qui j'étais profondément. C'est une question qu'on se pose peu, qu'on n'ose pas se poser puisqu'elle fait très peur, de qui je suis et quelles sont finalement mes capacités pour œuvrer à quelque chose de plus grand et impacter le monde dans son ensemble. Et pour la première fois de ma vie, j'ai osé me poser ces questions-là. Et paradoxalement, c'est en me posant ces questions-là en Inde que je me suis sentie la plus heureuse de ma vie. Et donc ça a été le début de beaucoup de choses et surtout d'un grand chavirement de la manière dont j'envisageais mon futur. Donc ouais, l'Inde, ça a été un énorme coup de cœur et j'y suis retournée la plus récemment pour la réalisation d'un documentaire. Et justement, ces questions existentielles, celles que on n'ose peut-être pas forcément tous se poser, celles qui font un peu peur sur le sens de la vie, pourquoi on vit ce genre de choses, comment est-ce qu'on les accueille, puisque c'est des questionnements qui peuvent être assez grands, assez immenses,
et qui peuvent peut-être être assez déstabilisantes. Comment est-ce qu'on les traverse et on les reçoit en restant ouvert et joyeux? Je pense qu'il faut simplement ne pas les fuir, en fait, leur laisser de la place. Ça passe par la méditation, ça passe par le temps calme, ça passe par des marches en forêt, ça passe par du sport, ça passe par... je pense que la manière dont on canalise ces questions, c'est finalement très personnel. C'est assez subjectif. La façon dont moi j'y réponds et je laisse l'espace entrer, ça va pas être la même pour toi que pour moi. Moi, à titre personnel, ce qui m'aide beaucoup à accueillir ces questions, c'est d'écrire. C'est ma façon de les déposer. Et de méditer. Donc voilà, je médite tous les matins. Et puis après, j'ai aussi mon petit échappatoire qui est le sport. Donc entre la méditation, le sport et l'écriture, j'accueille à ma manière ces questions-là. Mais je pense que c'est aussi un muscle à travailler. Tu vois, au début, c'est très inconfortable de faire face à ces questions. On se dit qu'on n'aura jamais les réponses. Et puis, je pense qu'il n'y a jamais de réponse. Hein. On passe une vie à essayer d'y répondre. Mais tu vois, d'enclencher du moins la démarche, en fait. Tu vois, de se dire, OK, j'essaie de penser du moins à ces questions-là et de voir qu'est-ce que ça me fait, fondamentalement. Et petit à petit, on voit que c'est pas si inconfortable que ça et que presque c'est vital, en fait, de laisser de l'espace pour ces questions-là. Donc ce muscle au fur et à mesure et après, on le fait naturellement, quoi. Et tu disais ensuite qu'après ce premier voyage, tu es retourné dernièrement pour un projet documentaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième voyage et comment tu l'as vécu et quels sont les enseignements que tu tires de ce deuxième voyage? Ouais, alors du coup, pour parler un petit peu de ce voyage, inévitablement, je vais essayer de dire dans les grandes lignes ce que je fais de mon quotidien, puisque dès la fin de mes études, j'ai pris la décision, j'ai fait le choix vraiment volontaire de ne pas signer de CDI pour dédier ma vie à l'engagement. Donc j'ai vraiment mis l'animation de mon podcast Nouvel Oeil au cœur de ma vie, l'écriture aussi. Petit à petit, j'ai commencé à donner des conférences aussi sur l'écologie et l'écologie intérieure précisément. Et donc en gravitant autour de cette sphère de l'engagement et de la jeunesse, j'ai rencontré Johan Repoul. Alors initialement, on n'échangeait que par Instagram. On suivait mutuellement ce qu'on faisait l'un et l'autre pour la protection du vivant. Et moi, j'avais cette petite idée qui grandissait de vouloir retourner en Inde sans avion. J'ai laissé passer quelques mois, quelques années même, et puis l'idée a pris forme jusqu'à ce que je me dise, ok, je vais en faire un documentaire pour alors je pensais pas encore aux enjeux de l'eau dans le monde, mais pour documenter finalement tout le périple sans avion pour aller jusqu'en Inde. Et là m'est venue l'intuition de partir avec Johan. Donc je lui ai proposé alors qu'on s'était jamais rencontrés. Il a dit oui. Il m'a dit il faut juste qu'on attende une année puisque j'ai encore mes études à terminer. J'ai dit bon si c'est que ça, attendons une année et puis justement on avait besoin d'une bonne année pour préparer le voyage en amont. Et donc petit à petit, l'idée de documenter les enjeux de l'eau dans le monde s'est précisée et donc on est parti en Inde avec cette intention-là. On est parti en septembre 2023, donc il y a un an, fin septembre 2023. Et on a traversé 19 pays en 6 mois. Donc, on a réussi à descendre jusqu'à Oman sans avion. Donc, on a traversé toute l'Europe, la Turquie, la Grèce, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Oman. Arrivé à Oman, on espérait pouvoir embarquer sur un bateau cargo pour rejoindre l'Inde. Et en fait, impossible d'embarquer. Impossible. On a été obligé de prendre un avion pour traverser la mer d'Arabie. Et puis arrivé en Inde, on a fait tout un voyage de 1 mois et demi où la majorité des tournages pour le documentaire étaient concentrés en Inde. Et après, pour le retour, à notre grande surprise, on a réussi à rentrer sans avion. Donc on est passé par le Népal, le Tibet, la Chine, la Mongolie, la Russie avec le transsibérien et retour en Europe. Voilà, on est rentré il y a 4 mois. Waouh! Et justement, comment on vit ce temps long? J'imagine ces heures d'attente, j'imagine tous ces changements de programme et toute cette adaptation qu'on doit développer en permanence. Comment est-ce qu'on traverse ça? Parce que c'est des choses qui sont pas très communes, j'imagine, à vivre. Le temps long, il est difficile à apprivoiser. Autant, tu vois, je te disais il y a même pas 5 minutes que je prenais le temps de méditer le matin et que je laissais de plus en plus l'espace à ces temps de vide. Autant, quand vraiment on est confronté à les accepter, ces moments-là, c'est encore une autre histoire. Et je voyais que j'avais beaucoup de résistance au début à m'abandonner complètement à l'instant et à l'ennui, en fait. Parce qu'on s'ennuie beaucoup dans autant de temps de transport. On a pris beaucoup de bus, on a pris beaucoup de trains.
Et voyager comme ça, en faisant défiler tous les kilomètres un à un, ça invite forcément au temps long. Et je voyais qu'au début, j'essayais de rentabiliser ce temps. Tu vois, je me disais par exemple, ok, là, on a 7 heures de trajet aujourd'hui. La première heure, je vais lire. La deuxième heure, je vais écouter un podcast. La troisième heure, je vais écrire. Et je me disais, mais c'est quand même fou que tu essaies de découper ton temps, tu vois. Et donc, j'avais des mécanismes qui étaient encore là, hyper ancrés. Et petit à petit, j'ai appris à simplement ne rien faire, en fait. À me dire, mais là, tu laisses ton téléphone en mode avion. T'es pas systématiquement obligé d'écouter quelque chose, de te nourrir, d'apprendre. Juste, ennuie-toi, en fait. Regarde les paysages et vois ce qui se passe. Et ça a mis un certain temps avant de fleurir. Et au final, je crois que mes plus belles réflexions, mes plus belles idées, mes plus beaux moments de grâce, ils sont arrivés dans ces moments où je m'autorisais vraiment à m'ennuyer et à laisser finalement la vie fleurir, quoi, dans ces interstices de temps long. Puis j'imagine qu'on baigne dans plein de cultures, plein de rencontres, plein de langages qu'on rencontre et d'humains. Qu'est-ce que justement tu gardes de ces rencontres que tu as faites et puis finalement de ces surprises sur le chemin dans ce voyage? Waouh, c'est une question difficile, ça, parce qu'il y a tellement d'enseignements qui ont été transmis en 6 mois. Je crois qu'il y a une vraie leçon que j'ai retenue au final, c'est de ne pas avoir peur, tu vois. Je crois que j'ai plus peur aujourd'hui, ou quasiment plus. Alors j'avais déjà très peu peur avant de partir, enfin peur de l'inconnu, tu vois. J'ai très vite appris à dépasser cette peur de l'inconnu pour sortir de ma zone de confort, puisque j'ai compris que c'était là qu'il y avait les plus belles surprises. Mais là, vraiment, en 6 mois d'aventure, à traverser autant de pays et à faire autant confiance en l'autre, en la vie, en moi, en l'ordre des choses de manière générale, je crois que ça m'a vraiment confortée dans cette idée que la peur, elle crée pas forcément de choses bienfaitrices. Au contraire. Quand tu as peur, tu figes beaucoup les choses, tu vas limiter certaines actions, tu vas t'empêcher à ce que on vienne te parler et à ce que des opportunités au final arrivent. Alors que quand tu transformes cette peur par de l'amour, là, il y a tout qui s'ouvre. Et c'est assez magique. C'est une phrase très bateau à dire que la peur remplacée par l'amour, ça crée des miracles. Mais sincèrement, ça marche. Ça marche. Et de l'avoir aussi vivement ressenti dans mes tripes au cours de ces 6 mois d'aventure. Aujourd'hui, je crois que je peux me réveiller avec n'importe quel nouveau projet demain matin. Je sais que je le ferai si vraiment j'en ai envie et j'aurai pas peur de me donner les moyens de le faire. Et je crois que c'est une confiance énorme que j'ai tissée en la vie de manière générale. Tu vois, j'ai plus peur que les choses ne se passent pas bien ou pas comme je l'avais imaginé. Juste, je me dis que si ça se passe comme ça doit se passer, c'est que c'est ok et que ça doit se passer comme ça. Et donc j'ai beaucoup plus confiance, je pense, en l'ordre des choses, en l'avenir de manière générale. Et surtout, j'ai reconnecté avec l'amour sincère en l'humanité, là où aujourd'hui on est beaucoup finalement à se tourner le dos parce qu'on a peur de l'autre. Encore une fois, on a peur et on n'ose pas vraiment s'ouvrir à l'autre. Tu vois, on y va toujours avec des pincettes, avec des préjugés, des a priori, ou alors avec des intérêts. Et en fait, de vraiment s'ouvrir à l'autre avec un état d'amour qui est très 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 réceptif, je crois que c'est une des choses les plus belles et c'est peut-être ce qui nous sauvera demain. Donc ces 2 sujets de la peur et l'amour, c'est vraiment des choses que je retiens de ce voyage. Et justement, dans toutes ces peuples, ces familles que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y a des questionnements qui sont similaires aux nôtres ou pas en Europe, ou pas du tout, parce que j'imagine que les priorités ne sont pas forcément les mêmes en fonction de là où on vit, et les buts et les objectifs de chacun doivent être assez différents entre nous ici en Europe et ailleurs dans le monde? Je crois que oui, inévitablement, on a tous des priorités différentes, mais au final, ce qui nous tient tous, c'est ce désir d'être heureux, je crois. Tu vois. Donc après, les ingrédients qui font ce bonheur, ils sont différents selon où est-ce qu'on est, avec quelle carte on a dans les mains, et puis comment on compose au final au quotidien avec ce qui nous est proposé. Mais tu te rends compte qu'on est tous mus par les mêmes grandes questions au final. Tu vois, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux, quoi, tu vois? Et on essaie tous de composer. Donc je crois que le sujet du bonheur, au final, ce que c'est qu'être en vie, tu vois?
C'est un petit peu ce qu'il y a d'international, je trouve. Et c'est quoi tes ingrédients à toi, justement, de ton bonheur aujourd'hui ? Oh là là, il y en a plein. Moi, c'est juste être en vie déjà. Je me lève le matin et je me dis waouh, une nouvelle journée, ça suffit pour être heureuse. Je suis passionnée par la vie, moi. Et c'est presque un problème, du coup, parce que j'ai trop de passion et je suis dans la frustration de ne pas pouvoir assouvir toutes ces passions. Je suis boulimique de vie, quoi. Donc, ce qui me rend heureuse, c'est tout, en fait. C'est le cycle des saisons, c'est pouvoir tisser des relations saines et qui me nourrissent avec des amis, c'est pouvoir être en contact de l'océan quasi tous les jours, c'est pouvoir lire, c'est pouvoir grandir, c'est pouvoir apprendre sur moi, c'est pouvoir me nourrir, c'est pouvoir faire du sport, aller en nature, c'est pouvoir réaliser ces projets aussi plus grands que moi. Là, construire ce documentaire, ce film, c'est une aventure absolument merveilleuse dans laquelle j'apprends beaucoup de moi, surtout puisque je connais rien à ce métier. Donc c'est tout un nouveau pan de ma vie que j'ouvre et qui est juste fascinant, qui me nourrit beaucoup. L'écriture, ça me rend heureuse aussi. Tout ce que je fais me rend heureuse aujourd'hui. Et en fait, c'est ma boussole de vie. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ce qui me rend pas heureuse et ce qui me met pas en joie, je le fais pas, en fait. Bon, alors, bien évidemment, hein, parfois, il y a des choses que j'ai un petit peu moins envie de faire, tu vois, dans ce qui fait mon quotidien. Par exemple, le montage d'un podcast, c'est pas ce que j'aime le plus faire, tu vois. Gérer ma compta, mes trucs, c'est pas ce que j'aime le plus faire non plus, mais je le fais quand même avec un élan de joie. Mais je crois que ce qui vraiment nous pousse à faire des choses qui soient dans une belle énergie, c'est quand on le fait avec plaisir. Donc moi, le plaisir, la joie, c'est toujours ma boussole de vie que j'essaie de garder bien active, bien vive. Et dès lors que je me lève le matin en me disant ça me met plus en joie aujourd'hui, en fait, je le fais pas, tu vois. Donc ouais, non, tout me rend heureuse. Je suis une éternelle optimiste et une éternelle joie de vie. Et justement, cette joie qui manque, je trouve, parfois dans ce monde un peu de l'écologie, comment est-ce qu'on peut l'incarner? Comment est-ce que cette joie, finalement, elle peut être la source d'action positive plutôt que des visions qui sont un petit peu plus anciennes, où on est vraiment en lutte, on milite et on sent une forme de souffrance? Est-ce qu'on peut transformer cette souffrance en joie pour agir pour un autre futur demain? Bah, tu vois, c'est tout le cœur de mon discours. Je crois que c'est même pas est-ce qu'on peut, c'est on doit, tu vois. Et j'aime pas les injonctions, hein, mais sincèrement, la joie dans l'écologie, on en a tellement besoin. Et si on fait pas les choses, si on n'agit pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de les faire. Et ça passe par l'écologie, mais pour tout dans ta vie. En fait, tu agis dans ce qui te met en joie et ce qui te donne un élan. Et l'élan mu par la peur, par l'anxiété, par la colère, c'est pas un élan juste. Ou du moins, c'est pas un élan que tu vas tenir sur le long terme, tu vois. L'écologie, je pense que ça demande une certaine endurance parce que c'est le sujet de notre vie. Nous, en tant que génération, on va avoir à travailler sur cette question toute notre vie. C'est que le début. Donc si déjà, à 25 ans, on se crame et on se déprime, et à juste titre, hein, parce que je remets pas du tout en question l'urgence de la situation et les conséquences dramatiques, mais justement, puisque c'est dramatique et que c'est urgent, il faut agir en se préservant. Et il n'y a rien de mieux que la joie pour nous préserver. Et cette joie, elle est présente dès lors qu'on se pose la question de pourquoi on agit au final. Tu vois. Et moi, ce qui me fait agir, avant tout, c'est une volonté de bien vivre. Et depuis que je suis écolo, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, mais que je m'engage du moins et que j'ai fait transiter toute ma vie autour de la cause écologique, je suis beaucoup plus heureuse. Mais sincèrement, puisque l'écologie, ça passe avant tout par l'écologie intérieure. Donc, tu vois, de se demander qui on est déjà. Donc, ça rejoint les questions qu'on abordait tout à l'heure. Mais en quoi est-ce que je peux impacter la société, tu vois? Quelle est ma valeur ajoutée dans le monde? Se poser cette question-là et savoir ce pourquoi toi, tu es là et ce que tu as à apporter à la société, ça te met en joie puisque tu aimes ce que tu fais au quotidien. Et donc, de cette joie, tu en crées quelque chose de positif. Donc déjà, de savoir quel est ton élan, pour moi, c'est une part d'écologie qui rend profondément heureux. Et après, c'est se poser la question de quelle conscience tu mets dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu vois. Toujours se poser cette question de ça, pourquoi je le fais, dans quoi et à qui et pourquoi est-ce que je donne mon énergie.
Donc, de quelle relation tu t'entoures? Comment est-ce que tu t'habilles? Tu vois, moi, j'achète plus rien de neuf depuis plusieurs années et j'ai jamais été aussi heureuse qu'en arrêtant de croire que bien m'habiller, ça allait me rendre heureuse ou ça allait me faire exister aux yeux des autres, tu vois. Donc, en fait, tu attaches beaucoup plus d'importance à des curseurs de vie qui sont essentiels et qu'on aurait tendance à oublier quand on s'accroche au matérialisme. Donc, se détacher, tu vois, de ce matérialisme pour mettre beaucoup plus de sobriété, mais qui est une sobriété au final heureuse, ça rend heureux. Tu épluches ta vie de tout superficiel au final. Donc tu laisses la place pour plus de temps long parce qu'en fait tu fais peut-être moins de choses mais des choses qui sont plus précises, qui sont plus choisies en conscience. Tu t'entoures de personnes qui te nourrissent profondément donc tu cultives beaucoup moins de relations nocives. Et je crois que voilà en fait c'est simplement remettre de la conscience dans tous les pans de ta vie à 365 degrés. Et l'écologie, c'est ça. Et c'est ça qui rend heureux, et c'est ça qui donne envie aux gens d'agir, en fait. Quand tu leur dis, écoute, devenir écolo, c'est devenir heureux, tout simplement. Et justement, cette joie, c'est une forme de guide, j'imagine, qui nous parle un peu à l'intérieur. Et comment faire pour, par exemple, un jeune aujourd'hui qui se questionne sur son avenir, sur qu'est-ce qu'il aimerait faire dans la vie avec... rien en vue. Comment est-ce qu'on reconnecte à cette joie et qu'on suit cet élan un peu fou et où j'imagine aussi on rencontre des peurs, les siennes et puis celles des autres aussi par rapport à son propre avenir. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est dans cette démarche-là aujourd'hui? Encore une fois, tu vois, je te dirais de se poser la question de qui il est, en fait, tu vois, sincèrement, et de se poser la question de ce qui le connecte à la joie. Et donc ça peut être faire un potager, ça peut être faire de la musique, ça peut être dessiner, ça peut être... On a tous, au fond de nous, une part de singularité qui fait qui nous anime, tu vois, et qui peut éclairer le monde d'une certaine manière. Et donc ça, c'est de l'ordre de la responsabilité de tout un chacun de se poser cette question. Tu vois, de prendre 30 minutes tous les matins pour juste fermer les yeux et se dire, OK, qu'est-ce qui vraiment me met en joie, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire? Une fois qu'on a connecté avec cette passion et ce pourquoi, après, tu l'as dit, il s'agit de dépasser ses peurs, donc de renouer avec une forme de confiance en soi pour se dire, je peux mettre cette passion au service de ma vie. Et bien souvent, on va être limité par notre entourage parce que « Ah, mais ça fait pas une vie. Ah, mais ça, c'est une passion. Tu gagneras jamais ta vie avec. » Et donc, on va nous mettre des barrières qui font qu'on n'ose pas, tu vois, ou qu'on se limite, qu'on s'auto-sabote, qu'on va pas s'autoriser à mettre cette passion au service de quelque chose de plus grand que nous. Alors que, précisément, quand on est animé, les opportunités, elles s'ouvrent, tu vois. Donc, une fois qu'on a repéré cette passion, qu'on l'a identifiée, il y a une autre étape qui est celle d'oser sauter dans le vide, en fait. Et ça, c'est vertigineux. C'est vertigineux, ça demande beaucoup de confiance en soi et en la vie. Et je crois que c'est peut-être le pas le plus dur à faire, puisque c'est un saut dans l'inconnu immense et on a souvent envie de se rassurer, en fait. On veut savoir ce qui nous attend. On veut savoir ce qui est prévu pour nous dans 3 ans. Et c'est pour ça qu'on met tout dans des cases, qu'on essaie au maximum de sécuriser tous les pans de notre vie, puisqu'on a peur de l'inconnu. Et donc là, s'autoriser cette fameuse prise de risque, c'est faire confiance en la vie en disant « Ok, je sais fondamentalement, ça brûle en moi, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je laisse la place pour. Maintenant, qu'est-ce qui se propose ?» Et là, c'est assez miraculeux. Hein. Franchement, c'est de l'ordre de quelque chose de très spirituel que je n'explique pas, mais c'est là que les opportunités arrivent, en fait. Donc après, ça nécessite un état de réceptivité aux choses. Il faut être ouvert, il faut être... tu vois, tu vas pas avoir les opportunités en restant chez toi et en disant « Ok, c'est bon, j'ai identifié ma passion, je reste sur le canapé, ça va me tomber dessus. » Après, il faut se mettre aussi dans un certain élan, tu vois. Donc, faire des rencontres, lancer des initiatives, commencer à mettre des petites pierres à l'édifice. Et tu vois que, étape après étape, les choses, elles se font. En fait, tu as la bonne rencontre, au bon moment pour la bonne opportunité, de cette opportunité, une autre rencontre qui t'amène une autre opportunité. Et c'est comme ça qu'en fait, tu commences à monter le chemin de ta vie. Et c'est là que tu commences à avoir beaucoup moins peur parce que tu te rends compte que les choses, elles se font dès lors que tu oses les faire.
Et justement, lorsqu'on a certaines fois des challenges un peu des mises à l'épreuve sur ce chemin-là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on garde la foi et cette confiance pour dire bah, je continue d'avancer quand même? Parce que j'imagine que dans le monde d'aujourd'hui, on est souvent confronté à ces challenges-là sur son chemin. C'est de savoir pourquoi on fait les choses. Quand tu sais pourquoi tu les fais et que ces choses-là te rendent heureux, bah, tu as envie de continuer à les faire en fait. Et donc quand tu as des obstacles, des petits coups de moins bien, des petits coups de mou, tu continues, tu te raccroches à ça puisque fondamentalement ça te fait du bien, tu vois. Moi, le podcast Nouvel Oeil, il y a bien souvent des moments où je me disais mais ça sera pas viable mon histoire parce que c'est tellement de travail. C'est tellement de travail de sortir un épisode par semaine, d'être toute seule à gérer ça. Et en fait, je le faisais parce que ça me faisait du bien. Tu vois, ça me nourrissait et je me disais, quand bien même j'ai 10 écoutes, 100, 1000, 10 000, 100 000, ça change rien à l'intention que j'ai quand je fais ce que je fais. Puisque je le fais avant tout pour moi, en fait. C'est un élan très personnel, ce podcast. C'est poser des questions qui m'animent à des gens qui m'inspirent, tout simplement. Et donc, de savoir pourquoi tu fais les choses, bah, je pense que c'est ce qui te permet de tenir sur la durée. Si tu le fais pour les mauvaises raisons, qui sont soit des raisons financières ou des raisons du regard des autres, puisqu'on t'a dit qu'il fallait faire ça pour être bien, puisqu'on t'a dit que c'était ça qui était à la mode aujourd'hui, puisqu'on t'a dit que peu importe la raison, mais dès lors que c'est fait par une motivation qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas, là, je pense que c'est plus compliqué de tenir quelconque projet sur le long terme. Si ça vient de toi, du cœur, tu tiendras. Et par rapport à cette vision plus globale de l'avenir, toi, quel est ton regard avec justement tout ce que tu as pu voir, lire, toutes ces rencontres que tu as pu faire? Comment tu imagines l'avenir et le monde de demain? Alors ça, je suis pas devine. Mon pauvre Benjamin, je sais pas quoi te dire. J'ai des espoirs pour demain. Après, de savoir ce qui va se passer, je suis bien incapable de te répondre. Par contre, j'espère qu'on arrivera à créer une société beaucoup plus harmonieuse, qui soit, encore une fois, moins guidée par la peur, mais beaucoup plus par l'amour. Et j'espère qu'on aura réussi finalement cette véritable transformation et métamorphose de la société. On le sent aujourd'hui qu'on est quand même sur un point de bascule à différents points de vue, tu vois. Et j'espère que d'ici quelques années, on aura compris que cette croissance infinie dans un monde aux ressources finies, elle n'est simplement pas viable. J'espère qu'on aura placé des curseurs de réussite qui soient beaucoup plus sains et qui ne soient pas juste basés sur un aspect financier, d'accumulation, de faire, de cases à cocher, mais qui soient beaucoup plus dans l'être, tu vois, dans le ressenti, dans le temps long. J'espère qu'on aura mis beaucoup plus de valeur au cœur de nos vies, que ce soit la solidarité, la bienveillance, le partage, et que tout ça, au final, tu vois, ça peut paraître être très bisounours de présenter une société comme ça. Mais pourtant, j'espère que c'est le monde qui nous attend, puisque c'est lui qui nous sauvera et qui fera qu'on renouera avec cette humanité. Et c'est précisément parce qu'on a perdu cette humanité aujourd'hui qu'on est en train de flinguer notre planète, l'équilibre de notre planète. Et d'ailleurs, tu vois, la planète s'en sortira bien mieux sans nous. Hein. C'est nous, en tant qu'espèce humaine, qui déréglons tout, puisqu'on s'est auto-déréglé nous-mêmes, tu vois. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de méditation, tu vois, de ce temps pour l'écologie intérieure dans la société de demain, puisqu'on a tout à y gagner, au final, tu vois, d'ouvrir ces espaces-là. Donc aujourd'hui, ça paraît encore très clivant de parler de ça, mais demain, j'espère que ça sera la normalité. Voilà. Voilà ce que j'espère. Ce qu'il en sera, on verra. Parce que finalement, dans cette quête, il y a beaucoup de mouvements qui veulent changer les choses sans que ça parte forcément d'un changement intérieur, mais donc faut changer ci, faut changer ça, et c'est des changements qui sont peut-être voués à être seulement temporaires et pas vraiment durables s'il n'y a pas un vrai changement profond intérieur. Et justement, cette écologie intérieure, pour toi, à quoi elle ressemble et par quoi elle peut commencer si on veut commencer à vivre et à incarner un peu ce chemin? Pour moi, elle commence par l'incarnation sincère en fait de ce que tu prônes au quotidien. Et il y a tellement de personnes qui disent quoi faire, qui défendent un discours en lien avec l'écologie, qui n'appliquent
pas à eux-mêmes, en fait. Tu vois. Et ça, c'est directement, je trouve, rattaché à cette question d'ego, où au final, devenir écolo, c'est presque de la mode aujourd'hui, tu vois. Je suis écolo, je suis quelqu'un de bien, et où on va essayer de s'engager pour dire qu'on s'engage, et où on va vouloir en faire plus dans cet engagement pour, au final, ne pas servir la cause, mais se servir de la cause, tu vois, pour se sentir exister. Et il y a beaucoup d'ego aujourd'hui qui entachent cette cause-là, cette cause écologique. Et donc l'écologie intérieure, pour moi, elle commence déjà par incarner sincèrement en fait ce que tu prônes au quotidien. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait le choix très lucide de me dire j'habite dans le Pays Basque aujourd'hui et pas à Paris, parce que j'ai besoin en fait d'être en connexion avec l'océan, avec la nature. J'ai besoin de me nourrir de personnes qui m'élèvent. J'ai besoin de ce temps long aussi, de pouvoir organiser mes journées comme je veux, de me sentir libre et de me nourrir pour après être disponible au monde, tu vois. Donc pour moi, c'est juste l'écologie intérieure, c'est incarner ce que tu ressens et ce que tu prônes, et donc laisser de la place pour la méditation, encore une fois. Il y a aussi une forme de culpabilité qui peut être très présente justement en lien avec toutes les pressions un peu écologiques et tout, l'urgence qui peut se ressentir. Comment est-ce qu'on se libère de cette culpabilité de vivre pour certaines personnes, des fois, de se dire « Ah bah j'ai un impact sur la planète, il est pas bon », et de reconnecter à cette forme de joie et de shifter de mode de fonctionnement? Comment est-ce qu'on reconnecte à la joie, c'est ça ta question? Oui, parce que dans ce milieu écologique, je sais pas toi, mais moi je rencontre beaucoup de personnes qui se sentent coupables en fait de tout ce qui se passe et qui vivent avec ce poids de la culpabilité. Comment est-ce qu'on peut s'en libérer? J'ai le sentiment que je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit par rapport au pourquoi, en fait. Tu vois, c'est ne pas se sentir responsable, mais se demander pourquoi on agit. Et on n'agit pas dans la culpabilité si on agit dans la conscience. Tu vois, si tu sais que ça te rend heureux d'agir, tu le fais, tout simplement. Tu vois, j'ai un peu l'impression que je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais je peux développer cette pensée-là si tu veux. Non, mais je vois bien, en fait, finalement, c'est tout se rejoint, et quand on a son pourquoi, finalement, on peut se libérer de... Oui, complètement. Bah écoute, on arrive vers la fin du temps qu'on a à peu près en tout pour ce podcast. Je vais te poser la question rituelle. Tu peux prendre le temps de l'intégrer et puis de la développer si tu souhaites. Donc la question rituelle, si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Waouh! Quel serait ce message? Quel que soit le rêve le plus fou que tu aies, ose-le. Et il n'y a pas de trop grand rêve, en fait. Tu vois, souvent, on se limite. On se dit, mais ça va être... C'est impossible, ça, c'est trop gros, c'est trop vertigineux, c'est trop... J'ai pas les compétences, j'ai pas les études pour, j'ai pas... Juste fais-le. Fais-le. Et tu vois, je pense que les rêves en appellent d'autres. Et tu commences petit, et puis tu finis haut, en fait, dans tes rêves. Donc c'est, encore une fois, c'est une phrase très bateau, mais qui profondément est vraie, quoi. Tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Il s'agit de s'en donner les moyens, en fait. Et peu importe d'où tu pars, en fait. Quelle clé tu as en main, qui est-ce qui t'entoure au quotidien, tu peux le faire, en fait. Tu vois, moi, j'ai écrit 2 livres, j'ai 25 ans et je n'ai pas du tout d'études littéraires, j'ai 0 contact. Je suis née dans la campagne, j'ai grandi dans un petit patelin perdu dans le sud-ouest. Je veux dire, j'ai pas fait Sciences Po. J'aurais eu 1000 raisons de me dire, mais franchement, Victoria, laisse tomber, quoi. Et d'ailleurs, on me l'a dit plusieurs fois. Tu vois, on me disait, mais attends pour écrire, il faut de l'expérience. Il y en a qui essaient toute leur vie, alors même qu'ils ont fait des études littéraires, qu'ils ont des contacts, ils n'y arrivent pas. T'es quand même un petit peu naïf de croire qu'à 20 ans, tu vas réussir à publier un livre, quoi. Et il y a des jours où je me disais, peut-être qu'ils ont raison, je devrais pas essayer. Et d'autres jours où c'était, encore une fois, cette petite flamme à l'intérieur, c'était plus fort que moi. Je me disais, mais il faut que je le fasse, et je le ferai. Et ce qui me faisait y croire, c'était cette flamme, tu vois. C'était, pour moi, ça ne pouvait pas ne pas être autrement. Et je l'ai fait. Et tu vois, ce documentaire qu'on réalise avec Johan, c'est pareil. J'ai eu cette idée un jour. Pour moi, c'était
c'était énorme de m'imaginer réaliser un film alors même que j'ai pas du tout de connaissances dans ce milieu-là. C'était énorme de prétendre aller en Inde sans avion alors que je savais pas du tout comment y aller. Mais je l'ai fait, tu vois. Et les moyens, ils se trouvent sur la route. Et encore une fois, je peux pas le dire autrement qu'en l'incarnant. C'est pour ça que je le fais. Donc à la fois, je dis aux gens, croyez en leurs rêves, et moi je crois et je réalise mes rêves pour leur montrer que c'est possible. Parce que j'ai aucun privilège de base, en fait. Tu vois, j'ai toujours eu le strict nécessaire pour vivre. J'ai jamais vécu dans l'abondance financière. J'ai eu cette chance, par contre, de naître dans la campagne. Et ça, j'en suis consciente. Tu vois, de vraiment connecter et d'avoir une éducation qui soit finalement basée sur des choses très simples de la vie. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée. De me rendre compte qu'au final, on n'a pas besoin de tant de choses que ça pour vivre et être heureux. Donc voilà, le mot de la fin. Merci pour ce magnifique mot de la fin et merci d'incarner justement ce chemin vers la réalisation de ses rêves qui est hyper inspirant. Et d'ailleurs, ce documentaire, donc Shimla, quand est-ce qu'il verra à peu près le jour pour avoir un ordre d'idée pour ceux qui nous écoutent? Ouais, on espère au printemps 2025. Voilà. Yeah. Donc, affaire à suivre. Mais printemps 2025 pour avoir une vague idée de la période. On suivra ça avec grande joie. Encore merci à tous de nous avoir écoutés. Encore merci Victoria. Merci à toi Benjamin, c'était trop cool. Et vous trouverez en lien de la description donc tous les liens vers les livres et le podcast et toutes les activités de Victoria. Vous y trouverez également un lien pour soutenir la session nutritive et pour soutenir les plantations de forêts comestibles avec les enfants. Encore un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.